Pendant la guerre de sécession, les gouvernements de l'Union et des Confédérés se sont empressés de fabriquer ou d'acquérir autant d'armes à feu que possible. Cela a entraîné une croissance durable de la fabrication d'armes à feu après la guerre et stimulé des innovations majeures dans leur technologie. À la fin de la guerre, la majorité des armes utilisées étaient déjà obsolètes. L'armée avait besoin de moderniser rapidement et à moindre coût ses armes. Les civils vivant à la frontière sans loi cherchaient point-et-mêlée des armes pour se protéger et chasser. Ainsi, les décennies qui ont suivi la guerre continuent de voir des avancées dans le domaine des armes à feu et l'évolution de l'arme à feu. À la fin de la guerre, le gouvernement fédéral possédait plus d'1 million de mousquets à canon rayés, désormais obsolètes. L'armée avait besoin d'armes à chargement par la culasse, mais avait déjà trop investi dans les armes actuelles. La solution a été développée par le maître armurier de l'arsenal de Springfield, Erskine Allyn. Erskine Allyn a créé un système de conversion à chargement par la culasse pour le fusil mousquet Springfield modèle 1861, appelé Trapdoor. La modification d'Erskine Allyn consistait à découper l'arrière du canon et à remplacer la platine à percussion par un bloc culasse à verrou à cames. Les premiers des modèles étaient moins robustes que souhaité et des améliorations allaient se poursuivre au cours des années suivantes, aboutissant au Springfield Trapdoor modèle 1873, l'une des armes à feu les plus emblématiques et terrifiantes, développée pendant la guerre de sécession, a été créée dans l'espoir de sauver des vies. Le docteur Richard Gatling a inventé la première arme à feu à tir continu, la mitrailleuse Gatling, en espérant que son taux de tir élevé conduirait à des armées plus petites et donc à moins de morts pendant la guerre. Quoi qu'il en soit, cette première mitrailleuse a été utilisée de façon limitée pendant la guerre de sécession. La première mitrailleuse Gatling n'était pas vraiment automatique, car il fallait actionner une manivelle. La manivelle faisait tourner les 6 canons de l'arme lors du cycle. Chaque canon tirait une seule balle, avançait, puis éjectait la douille usagée. La cartouche suivante tombait en place grâce à un système de rechargement par gravité. Le canon continuait de tourner dans son cycle jusqu'à ce qu'il tire à nouveau. L'emploi de plusieurs canons évitait la surchauffe malgré une cadence de tir de 200 coups par minute. En 1893, des cartouches en laiton améliorées et d'autres adaptations avaient augmenté la cadence de tir à plus de 800 coups par minute. À cause de cela, la technologie des armes à feu nécessitait des améliorations des munitions, ce qui a ensuite conduit à des avancées encore plus importantes dans le domaine des armes à feu. Pendant la guerre de sécession, la plupart des soldats utilisaient encore des mousquets rayés à chargement par la bouche. Des armes comme le fusil Springfield modèle 1861, l'arme à feu la plus courante parmi les soldats de l'Union, étaient chargées selon un procédé qui, pour nous aujourd'hui, paraît lent et laborieux en utilisant une cartouche en papier. Le soldat mordait une cartouche et versait la poudre dans le canon. La poudre était suivie du reste de la cartouche, du papier et de la balle minier conique, le papier servant de bourre.
Ensuite, il poussait la balle avec sa baguette. Le procédé restait similaire à celui d'il y a 100 ans, hormis l'allumage amélioré des amorces Osato à percussion. Mais même avant la guerre de sécession, les progrès dans les munitions avaient conduit aux premières cartouches métalliques. Les cartouches métalliques à percussion annulaire ont été introduites dans les années 1840. Les cartouches à percussion annulaire contiennent l'amorce, la poudre et la balle. Le bourrelet d'une cartouche à percussion annulaire contenait l'amorce et servait essentiellement de larges capsules fulminantes. Lorsque le bourrelet était frappé par le percuteur de l'arme, l'amorce enflammait la poudre et le gaz en expansion propulsait la balle vers l'avant. Pendant la guerre de sécession, la carabine à répétition Henry à chargement par la culasse et la carabine Spencer 56 par 56 utilisaient toutes deux des munitions à percussion annulaire. Bien qu'elles aient été appréciées par leurs utilisateurs, elles restaient en bien moins répandues que les Springfield à chargement par la bouche. La prochaine avancée majeure dans les munitions fut la cartouche à percussion centrale, développée pour la première fois par Clément Pottet de Paris. Comme son nom l'indique, dans une cartouche à percussion centrale, la poudre d'amorçage se trouve dans une petite capsule au centre de la cartouche, plutôt que le long du bourrelet. Le reste de la cartouche est rempli de poudre à canon surmontée d'une balle. Hiram Berdan, chef des tireurs d'élite de Berdan durant la guerre de sécession, a breveté un modèle de cartouche à percussion centrale en 1866. La même année, Edward Boxer d'Angleterre a breveté un autre modèle. Ironiquement, le modèle Berdan est finalement devenu plus courant en Europe et le modèle Boxer en Amérique. Les deux modèles à percussion centrale convenaient aux armes puissantes, contrairement à la cartouche à percussion annulaire nécessitant un étui métallique plus fin. Mais les deux types de cartouches métalliques autonomes permettaient un chargement plus facile et plus rapide, et des munitions plus résistantes, ouvrant l'ère moderne des armes à feu. L'une des grandes histoires du développement des armes à feu américaines au 19e siècle est celle des armes à répétition. Smith et Wesson furent certainement les pionniers à cet égard en ce qui concerne l'utilisation d'armes à feu avec des cartouches métalliques autonomes. Ils détenaient le brevet de Roland White sur un barillet traversé de part en part. Cela a empêché quiconque d'utiliser l'idée de pouvoir placer une cartouche autonome dans un barillet chargé par la culasse pendant 20 ans. Smith et Wesson avaient travaillé avec le système volcanique où en fait la balle elle-même avait une base creuse dans laquelle la poudre noire, le propulseur, se trouvait dans le dôme creux du projectile lui-même. Les revolvers, c'est-à-dire les armes de poing avec des chambres rotatives permettant de tirer plusieurs coups avant de recharger, existaient sous une forme ou une autre depuis des siècles, remontant à une arquebuse à barillet rotatif développée par Hans Stapler à Nuremberg. Quelques modèles uniques ont suivi, mais ce n'étaient pas des armes courantes. Samuel Colt a développé les premiers revolvers largement utilisés. Les revolvers de Colt utilisaient un système de détente simple action, dans lequel appuyer sur la détente effectuait la seule action de libérer le chien pour frapper l'amorce. Les revolvers de Colt, comme ceux d'autres fabricants, étaient chargés en versant de la poudre noire dans le haut de chaque chambre du barillet, en poussant une balle par-dessus la poudre, puis en plaçant une amorce à percussion à l'arrière du barillet. Colt a pu positionner son entreprise comme leader d'une innovation majeure dans les armes de poing. Mais comme l'a écrit l'historien de Colt, R.L. Wilson, Samuel Colt a commis la plus grande erreur de sa carrière professionnelle en ne comprenant pas le potentiel de la cartouche métallique autonome.
En 1852, Roland White, employé de Colt, a conçu un système pour charger des cartouches à l'arrière de chaque chambre du barillet, même si ce n'étaient pas encore des cartouches métalliques. Quand White a proposé l'idée à Colt, son patron l'a écarté comme une nouveauté. Quelques années plus tard, White ne travaillait plus pour Colt, et en 1855, il a breveté son idée. Et en 1856, il a été approché par deux messieurs, Horace Smith et Daniel Wesson. Smith et Wesson avaient lancé leur propre entreprise de fabrication d'armes à feu en 1852. La Volcanic Repeating Arms Company fabriquait des armes innovantes et deviendrait plus tard un autre fabricant d'armes. Mais pas sous Smith et Wesson. Ils quittèrent de l'entreprise en 1856, la laissant à Olivier Winchester, sur lequel nous reviendrons plus tard. Smith et Wesson ont formé un nouveau partenariat concernant la fabrication d'un revolver combinant deux innovations, la cartouche métallique et les barillets à chargement arrière de Roland White. Le résultat était le modèle numéro 1 de Smith et Wesson. Smith et Wesson ont offert à White une redevance de 25 cents sur chaque arme vendue et White a accepté de payer tous les frais juridiques liés à la défense contre les violations de brevets. Malheureusement pour White, de nombreuses violations similaires ont eu lieu et il a dépensé la plupart de son argent au tribunal. Finalement, Smith et Wesson ont gardé le brevet sur leurs armes pendant 12 ans, jusqu'en 1869. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'achats d'armes en plein milieu de cette période de brevet, alors que l'Union, la Confédération et des particuliers achetaient des armes partout dans le pays et en Europe. Le revolver Smith et Wesson modèle. Un avait 7 cartouches à percussion, annulaire calibre 22. L'arme était rapide à tirer et à recharger, mais manquait de puissance. Quant à la précision, Mark Twain a écrit à propos du modèle 1 dans son livre de voyage intitulé « À la dure ». J'étais armé jusqu'aux dents d'un pitoyable petit Smith et Wesson à 7 coups, qui tirait une balle de la taille d'une pilule homéopathique, et il fallait les 7 coups pour faire une dose pour un adulte. Il me semblait que c'était une arme dangereuse. Elle n'avait qu'un seul défaut. On ne pouvait rien faire avec. Un de nos conducteurs s'est exercé un moment sur une vache, et tant qu'elle restait immobile et calme, elle était en sécurité. Mais dès qu'elle s'est mise à bouger et qu'il a commencé à tirer sur d'autres choses, elle a eu des ennuis. Malgré l'avis de Twain, des milliers de modèles ont été achetés par des soldats comme armes personnelles. Le Smith et Wesson Army modèle 1869, ou revolver numéro 3, s'est avéré être une excellente arme à feu. La cavalerie russe a tant apprécié cette arme qu'elle en a commandé près de 250 000 en 5 ans. Une version améliorée par le major George Schofield a été achetée par le Bureau de l'artillerie des États-Unis. Mais la commande russe était si importante que Smith et Wesson concurrençaient peu Colt sur le marché américain. Après la guerre, Colt a produit le revolver le plus largement associé au Far West américain, le Colt Single Action Army Model 1873. Peut-être mieux connu sous des noms comme le Colt Pacificateur et le Colt Frontier Six Shooter, ce revolver robuste a été surnommé l'arme qui a conquis l'Ouest, un titre qu'il partageait avec la carabine à levier Winchester modèle 1873. Le revolver Single Action Army a d'abord été fabriqué en calibre 0.45 avec un canon de 7 pouces et demi. Il était chargé par une portière articulée dans le bouclier de recul derrière le barillet, du côté droit. Une tige d'éjection à ressort permettait de repousser les douilles, usagées à travers la portière. Le modèle était vendu sous le nom de Peacemaker sur le marché civil, dans différents calibres et longueurs de canon.
le Colt s'est avéré populaire aussi bien auprès des représentants de la loi que des hors-la-loi. Le Frontier Six Shooter était une variante du modèle, fabriquée en calibre 44 par 40 Winchester, plutôt qu'en 0.45. Cela permettait de partager les munitions entre revolvers et carabines Winchester. Cette carabine aurait été produite par l'entreprise qui avait été fondée puis abandonnée par Horace Smith et Daniel Wesson. La Volcanic Repeating Arms Company a fait faillite et a été relancée sous le nom de New Haven Arms Company en 1857, sous la direction d'Oliver Winchester. La carabine à levier Henry Repeating Rifle, arme à feu la plus célèbre de New Haven, fut utilisée par plusieurs unités de l'Union durant la guerre de Sécession. Après la guerre, Winchester a réorganisé l'entreprise sous le nom de Winchester Repeating Arms Company. La première carabine Winchester, le modèle 1866, était une version repensée et modifiée de la Henry. Elle utilisait des cartouches à percussion annulaires calibre 0,4, un magasin amélioré et une portière conçue par Nelson King. Quelques années après, Winchester a lancé son célèbre modèle 1873. Le modèle 1873 est devenu tellement populaire que Colt a produit une version de son revolver à simple action dans le calibre 0,44 par 0,44 de Winchester, permettant ainsi aux hommes de porter chacune de ces armes qui ont conquis l'Ouest et de partager les munitions entre elles. Si vous dites que le Colt Peacemaker est le revolver qui a conquis l'Ouest, alors il est certain que le fusil qui a conquis l'Ouest est le Winchester 1873. Encore une fois, c'est le mécanisme à levier qui est presque emblématique de l'Ouest sauvage. Cependant, là où il diffère du modèle 73 à simple action dans la culture populaire, c'est qu'il n'apparaît pas dans les films avec la même régularité et fréquence que le Single Action Army, et cela est essentiellement dû au type de cartouche pour lequel il a été conçu à l'origine. À l'origine, ces cartouches métalliques à amorce intégrée étaient à percussion annulaire. Il a fallu un certain temps avant que les cartouches à percussion centrale fassent leur apparition et lorsqu'elles sont arrivées, il s'agissait de cartouches à percussion centrale de calibre 44, en fait une évolution des anciennes cartouches 44 Henry ou à percussion annulaire. La Winchester 73 était une arme très appréciée fabriquée par Winchester jusqu'au 20e siècle. C'était une carabine à levier très populaire. Aussi important que le Colt à simple action, le revolver Smith et Wesson Schofield et la carabine Winchester, 1873 l'étaient pour les hommes et les femmes de la frontière américaine, ils n'étaient que quelques-uns parmi les nombreuses armes à feu portées dans l'Amérique de la fin du 19e siècle. La Sharps Rifle Manufacturing Company a continué à produire des carabines et fusils réputés après la guerre de Sécession. La Remington Arms Company produisait des fusils et des revolvers qui rivalisaient avec Colt et Smith & Wesson, comme le revolver Remington modèle 1858. Remington produisait également une canne-fusil à un coup pour ceux qui ne voulaient pas afficher leurs armes. La société Marlin's Firearms, fondée par l'ex-employé de Colt John Marlin, fabriquait des fusils à un coup et des pistolets de poche, armes légères et faciles à dissimuler, appréciés pour leur petit calibre et leur taille réduite. À propos de dissimulation, il existe aussi de nombreux Derringer, notamment le modèle à un coup utilisé par John Wilkes Booth pour assassiner le président Lincoln. Et les fabricants d'armes semblaient en produire d'innombrables variantes de modèles, comme différents calibres, longueurs de canon et améliorations esthétiques, telles que des poignées en nacre et des gravures complexes. Et bien sûr, il y avait les fusils de chasse. Exigeant moins de compétences qu'un revolver, les fusils de chasse étaient populaires pour la protection à la frontière de l'Ouest. Pas seulement pour la protection, bien sûr. Doc Holliday portait un fusil de chasse de calibre 10 lors de la célèbre fusillade à Lee Hockey Corral, où il a tiré sur Tom McClory en pleine poitrine à bout portant. Les célèbres tireurs de l'Ouest utilisaient en diverses armes à feu.
L'arme de poing préférée de Jesse James était un revolver Smith & Wesson Schofield, de calibre 0,45. Son frère Frank préférait le revolver Frontier Remington de calibre 0,44-40. Billy le Kid a été photographié avec une carabine Winchester modèle 1873 calibre 44-40 et portait un revolver Colt Thunderer de calibre 41. Pat Garrett l'a tué avec un Colt Single Action Army de calibre 0,45. Buffalo Bill Cody portait un Colt modèle 1851 et John Wesley Hardin un Smith & Wesson modèle 3. Le Colt Single Action était porté par des hommes des deux camps lors de la fusillade à Lockey Corral. Les frères McClory avaient aussi des carabines Winchester modèle 1873, mais ils n'ont pas pu les atteindre à temps pour s'en servir. Le modèle Mal White 173 peut aussi être considéré comme l'arme ayant conquis l'Ouest. L'arsenal de Springfield a produit le modèle 1873 Trapdoor Springfield, le premier fusil à chargement par la culasse standardisée adopté par l'armée des États-Unis. Le département de l'armement a choisi le Springfield comme arme standard pour l'armée américaine, après l'avoir testé face à près d'une centaine d'autres modèles. Bien que ses concurrents incluaient des fusils à répétition comme le Henry et le Winchester, le Springfield a été choisi pour sa fiabilité et sa durabilité. Les fusils et carabines ont été largement employés par l'armée lors des combats contre les Amérindiens. Ceci est une version d'infanterie du modèle 1873. Ceci a d'abord été introduit comme une conversion Arleen, le tout premier modèle en 1866, où ils ont en fait pris des armes excédentaires de la guerre de sécession et les ont converties à ce système à chargement par la culasse. Ce fusil en particulier, lorsqu'ils l'ont conçu, est passé par environ 5 modèles différents avant d'arriver au modèle 1873 que nous voyons ici. Il fonctionne très simplement. Vous armez le chien et vous utilisez ce levier pour relever le mécanisme de culasse. Le modèle 1873 était une avancée. Il prend une seule cartouche dans le mécanisme de culasse ici. Et ensuite, il suffit de le refermer. On l'appelait le piège à trappe parce que le mécanisme de culasse s'ouvre et se ferme un peu comme une trappe. La tige ici est un vestige des baguettes des mousquets à canon rayés de la guerre de sécession, mais celle-ci sert de baguette de nettoyage. Un fusil à chargement par la culasse était considéré comme la meilleure option après la guerre de sécession, car il était évident que le fusil à chargement par la bouche avait atteint son apogée avec le Springfield de 1863. Un fusil à chargement par la culasse est bien sûr beaucoup plus facile à utiliser à cheval, car on n'a pas à s'embarrasser à essayer d'introduire une cartouche par la bouche du canon. En 1876, un héros de la guerre de sécession de l'Union allait mener 5 compagnies du 7e de cavalerie, équipées de versions carabines du Springfield de 1873, ainsi que de revolvers Colt à simple action modèle 1873 vers la catastrophe. Le lieutenant-colonel George A. Custer et ses hommes furent submergés par une force combinée d'Indiens Lakota et Cheyenne le 25 juin 1876 lors de la bataille de Little Bighorn. Les Amérindiens utilisaient une gamme d'armes plus variées. Des recherches archéologiques récentes ont révélé que les cartouches, douilles et balles trouvées sur le champ de bataille venaient de 47 types d'armes à feu différents. Les survivants ont indiqué que les Lakota et Cheyenne utilisaient des carabines à répétition Winchester. Il y avait également des preuves qu'ils utilisaient des fusils Sharps, Henry, Remington, Smith & Wesson, Menard, Ballard, Spencer, Springfield, Colt, Enfield et bien d'autres, ainsi que l'arc et les flèches traditionnelles. Ces armes auraient été capturées sur des champs de bataille précédents ou acquises par le commerce.
L'armée a continué d'utiliser le Springfield 1873 jusqu'à ce qu'il soit remplacé en 1892 comme fusil de service principal de l'armée américaine. Cette année-là, une compétition a comparé plus de 40 modèles de fusils. À la différence de 1873 où l'armée américaine avait gagné la compétition, en 1892, tous les finalistes étaient des fabricants d'armes étrangers. Les armuriers européens avaient mis au point un nouveau mécanisme à verrou pour recharger un fusil. Le premier fusil à verrou était le fusil à aiguille Dries, inventé par Johann Nikolaus von Dries d'Allemagne en 1836. Dans les années 1860, les armuriers allemands, Peter et Wilhelm Mauser, ont amélioré le modèle de Dries. Le Mauser modèle 1871 ou Gewehr 71 fut adopté par l'armée prussienne, remplaçant le fusil à aiguille Dries. Le mécanisme à verrou à chargement par la culasse différait totalement du bloc de culasse coulissant verticalement inventé par Christian Sharps pour ses fusils et carabines Sharps. Avec le système à verrou, une poignée généralement située sur le côté droit de l'arme est utilisée pour déverrouiller le verrou et ouvrir la culasse. L'une des innovations de Mauser était que lorsque le verrou s'ouvrait, il éjectait automatiquement la cartouche vide. Une nouvelle cartouche est poussée dans la chambre, puis le verrou est refermé en ramenant la poignée vers l'avant. Le Mauser 1871 tirait une cartouche à poudre noire de 11 par 60 mm. Les Mauser figuraient parmi les concepteurs d'armes étrangers en lice pour le nouveau fusil de l'armée américaine, mais n'ont pas été retenus parmi les finalistes. Le fusil sélectionné était le Krag Jorgensen à répétition et à verrou. Sa cadence de tir était inférieure à celle de certains concurrents, mais les responsables de l'artillerie, rappelant leur résistance au fusil Henry durant la guerre de sécession, estimaient que la lenteur du rechargement permettait d'économiser les munitions. Après avoir choisi le modèle, l'arsenal de Springfield a lancé la production. Entre 1894 et 1904, environ 500 000 Krag ont été produits. Ils étaient chambrés pour la nouvelle cartouche à poudre sans fumée de calibre 0,30 de l'armée. À l'époque, ils examinaient en fait plus de 40 modèles d'armes différents et ils ont choisi ce modèle norvégien. Cela a provoqué la consternation chez certains concepteurs d'armes, dont une entreprise de Russell et Livermore qui a porté plainte contre le gouvernement américain pour avoir adopté ce fusil norvégien. Mais c'est une arme magnifiquement conçue. Elle fonctionne comme une carabine à verrou standard. À chaque tir, vous actionnez manuellement le verrou. Ce fusil-ci était considéré comme obsolète au moment où il est entré en production, un peu comme une réflexion après coup, car il était largement surpassé par le Mauser espagnol de 7 mm, qui avait une cadence de tir tellement rapide parce que, contrairement au Krag, le Mauser espagnol pouvait être chargé avec un clip chargeur ou un clip de 5 cartouches dans un magasin interne. Cela accélérait le processus de rechargement et tout ce qui pouvait permettre aux soldats de tirer plus rapidement était toujours recherché. Donc, c'était un modèle de très courte durée. Il n'a servi qu'environ 9 ans dans l'armée américaine. Et il possède ce chargeur latéral étrange que l'on peut utiliser pour recharger les cartouches une à une, mais il se ferme très simplement grâce à un mécanisme à ressort. Le Krag était le fusil de l'armée américaine durant la guerre hispano-américaine en 1898. À ce moment, de nombreuses modifications avaient déjà été apportées au Krag de 1892 menant au développement du nouveau modèle de 1896. Pendant ce temps, les Marines américains utilisaient le Lee modèle 1895, un fusil à répétition à culasse rectiligne tirant une cartouche de 6 mm à poudre sans fumée. La guerre a vu la première utilisation du canon Gatling par l'armée américaine comme appui-feu mobile lors de la bataille de la colline San Juan.
Les canons Gatling utilisés à cette époque avaient 10 canons rotatifs et pouvaient ainsi tirer de 300 à 900 coups par minute en utilisant les mêmes munitions que les Krag. Le premier lieutenant, John Henry Parker, dirigeait le détachement Gatling nouvellement formé de l'armée. À un moment donné, les canons de Parker ont fait feu en soutien à Teddy Roosevelt et à ses Rough Riders. Parker a écrit dans son histoire du détachement Gatling: Traub a signalé l'ennemi menaçant la position du colonel Roosevelt. À environ 600 yards à droite en oblique de la position des canons et peut-être à 200 yards ou moins devant le saillant occupé par le colonel Roosevelt et le 3e régiment de cavalerie, il y avait un groupe d'environ 400 ennemis qui semblaient tenter de charger la position. Le canon du sergent Green fut immédiatement tourné vers ce groupe à une élévation de tir direct et le groupe se dispersa. Le capitaine Marcotti déclare qu'après la reddition, certains officiers espagnols lui ont décrit la scène, affirmant que l'ennemi aperçu à cet endroit était un groupe d'environ 600 hommes fuyant El Caney, et qu'ils furent frappés à cet endroit par le feu des mitrailleuses de façon si efficace que seulement 40 d'entre eux réussirent à regagner Santiago. Les autres furent tués. Roosevelt fut tellement impressionné par les actions de Parker ce jour-là, ainsi que par sa capacité à percevoir le potentiel des mitrailleuses, qu'il plaça ses 2 mitrailleuses Colt de 7 mm sous le commandement de Parker. Parker écrivit plus tard sur les mitrailleuses: Avec 4000 cartouches de 7 4000 n'était pas une très grande réserve pour 2 mitrailleuses qui pouvaient tirer à la cadence de 500 coups chacune par minute. Heureusement, le détachement de la mitrailleuse Gatling avait récupéré environ 10 000 cartouches Mauser dans les tranchées capturées le 1er juillet et la comparaison avec celles de 7 mm montra qu'elles étaient identiques. L'unité de volontaires de Roosevelt utilisait des carabines Krag. Les unités régulières de l'armée américaine utilisaient également des Krags, mais les unités de volontaires qui n'étaient pas dirigées par un ancien secrétaire adjoint à la marine, comme Roosevelt, recevaient un d'anciens fusils Springfield à verrou à poudre noire modèle 45-70, car il n'y avait pas eu assez de modèles Krag produits en 1898. Les Américains affrontaient chantant des soldats espagnols équipés du fusil Mauser 1893. Appelé le Mauser espagnol, ce fusil était certainement supérieur au Springfield à verrou utilisé par la plupart des volontaires. Ce fusil a permis à 750 soldats espagnols de résister à 15 000 soldats américains équipés de Krags et Springfield à verrou. Le modèle 93 avait une portée supérieure au Krag, et les soldats américains ont vite compris que la cadence de tir plus faible du Krag n'était pas l'avantage imaginé par les responsables de l'armement. Le modèle 93 avait un clip de rechargement rapide, alors que le Krag devait être chargé une balle à la fois. Les États-Unis ont respecté le modèle 93 et compris qu'il fallait améliorer leurs armes à feu. Le Krag souffrait de son magasin à chargement lent et il ne pouvait pas non plus supporter les cartouches à grande vitesse. Le Springfield à verrou modèle 1903 provient des études sur de nombreux fusils Mauser espagnols capturés pendant la guerre hispano-américaine. Finalement, le gouvernement américain a été poursuivi par Mauser et a payé des droits pour l'utilisation du design. Le Springfield O3, lorsqu'il est comparé au Mauser, fonctionne pratiquement de la même manière. Les munitions du Springfield O3 ont été mises à jour lorsqu'ils ont adopté une balle ogivale à culot en forme de bateau, basée sur ce que les Allemands avaient développé pour leurs cartouches de 7,92 par 57 mm. Il est différent du fusil Mauser dont les Allemands étaient équipés pendant la Première Guerre mondiale, le G98, en ce qu'il est court. Il n'a qu'un canon de 24 pouces. C'est parce qu'au moment où il a été développé, en 1903, il était destiné à remplacer à la fois l'arme d'infanterie et l'arme de cavalerie, car il y avait une tendance à adopter une carabine plus courte, adaptée à l'infanterie et à la cavalerie. Les décennies qui ont suivi la guerre de sécession ont vu une explosion d'armes à travers le pays.
Alors que des fabricants comme Colt, Smith et Wesson, Winchester, Remington et d'autres développaient les revolvers et les fusils qui allaient en définir cette époque. Le Colt Single Action Frontier et la carabine Winchester modèle 1873. Utilisés ensemble, ils offraient à l'homme de la frontière une arme robuste et une arme longue pouvant partager les mêmes munitions et sur laquelle il pouvait compter lors d'un affrontement. L'armée a poursuivi sa quête du fusil parfait, finissant par copier le modèle Mauser qui avait été utilisé avec efficacité par les soldats ennemis. Le développement du Springfield modèle 1903 est arrivé à point nommé pour les États-Unis. Au moment où l'Amérique est entrée dans la Première Guerre mondiale, près de 850 000 de ces fusils avaient déjà été produits par l'arsenal de Springfield. Comme toutes les grandes guerres, la Première Guerre mondiale allait entraîner des avancées dans la technologie des armes à feu, les nations consacrant leurs ressources au développement de l'arme parfaite. La mitrailleuse qui avait si bien servi sur la colline de San Juan allait devenir une force terrible dans les tranchées d'Europe. Un autre chapitre dans l'histoire de l'arme américaine. Merci de nous avoir regardés. Pour soutenir la production d'autres contenus historiques, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir l'histoire.